Hello Hugo, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci d'être là. Comment vas-tu? Eh beh, écoute, impeccable. Ravi aussi d'être sur ton podcast depuis le temps je pense qu'on se suit, qu'on se connaît. C'est la première fois qu'on se parle en vrai, donc écoute, on va avoir plein de choses à se dire. Pareil, je t'avoue que je suis, égoïstement très contente d'avoir mis la main sur toi parce que tu fais partie de ces personnes qui me donnent l'impression d'avoir débloqué le secret des doubles journées avec la quantité de choses que tu fais. Tu viens de sortir un livre aussi. Je ne sais pas comment tu as réussi à caler ça. Je lisais une newsletter ce matin de toi, je ne sais plus laquelle c'est, vu que tu en as plusieurs, on en parlera aussi, où tu disais: «Bah, voilà, moi j'ai fait, mon travail de recherche entre mai et juin, j'ai écrit entre juillet et août, j'ai fait ma V2 entre septembre et octobre». Je lisais ça, mais j'étais fatiguée rien qu'en te lisant. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai très envie de te cuisiner pour savoir, bah, déjà, comment tu fais tout ça? Quelles sont tes astuces, tes bonnes idées, les pratiques qu'on peut te piquer? Bref, est-ce que tu es prêt à te faire, cuisiner? Eh beh, écoute, j'adore ça, donc allons-y. Trop bien. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en 3 bullet points à des personnes qui ne te connaîtraient pas du tout et qui te découvrent? Bah, écoute, avec plaisir. En général, j'aime me présenter en disant que je m'appelle, Hugo Benz, que j'ai 37 ans, que j'habite à Bordeaux, que je suis marié et papa d'une, grande Juliette maintenant qui a eu 9 ans il y a 15 jours, que du coup, bah, accessoirement, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années avec la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes. Et également, du coup, le troisième bullet point, que je suis créateur de contenu depuis maintenant 3 ans et demi. D'abord sur LinkedIn, et puis ensuite, j'ai lancé les newsletters. Ensuite, j'ai lancé le podcast, la chaîne YouTube. Et je sais pas si c'est le boss de fin, mais du coup, oui, en effet, j'ai sorti mon livre il y a maintenant 3-4 jours. Donc, je suis très content d'avoir coché cette case aussi, que ce soit enfin lancé, parce que c'est un projet qui a été démarré bah, il y a 1 an. Donc, tu vois, 1 an après, la boucle est bouclée. Ce qui est extraordinaire, c'est que même moi, je ne saurais pas faire la liste de tout ce que tu fais. J'ai vu des infos passer comme quoi tu avais monté plusieurs boîtes, mais par exemple, 6 startups qui ont atteint les 7 chiffres dès la première année. Je te vois avoir plusieurs newsletters différents. Je te vois parler de Creator Economy. Je te vois avec ton podcast. Je te vois avoir 2 newsletters payantes. Je te vois régulièrement aussi popper en me proposant, on n'a jamais travaillé ensemble de ce point de vue-là, mais par exemple, du sponsoring ou de l'affiliation pour des clients à toi. Enfin, tu as l'air de faire tellement de choses. Aujourd'hui, combien de boîtes tu as? À quoi ressemble ton quotidien? Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette image, c'est quelque chose que j'essaye un peu de gommer parce que j'essaie quand même de recentrer, et même si en fait il peut y avoir plein de projets, en fait j'essaie de faire en sorte que ça serve une seule vision. Donc aujourd'hui il y en a quand même 2. En fait j'ai un peu une vision perso avec ma marque personnelle, donc où en effet je parle d'une expertise qui est celle de l'organisation. Et voilà, j'ai appelé cet écosystème la Bible de l'orga. Et en fait, la Bible de l'orga, ça a d'abord été du contenu sur LinkedIn. Ensuite, ça a été un playbook, mais qui a cartonné, qui a été téléchargé genre plus de 25 000 fois. Enfin, c'était une vraie dinguerie. Je pense pas que je ferais ce score aujourd'hui. Je pense qu'il est arrivé au bon moment avec le bon contenu là-dessus. Donc, du coup, ça a tellement bien marché que j'en ai également lancé une newsletter hebdo. Et en fait, la newsletter hebdo, pareil, a tellement bien marché que j'ai décidé d'en écrire un livre. Et en fait, pour moi, ça, c'est presque un écosystème qui est clos et en fait qui me prend pas tant de temps que ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de contenu qui est amélioré, recyclé sur en fait toujours le même créneau de la semaine qui est le vendredi matin. Et surtout, en fait, je délègue plein de choses, hein. La distribution sur YouTube, je délègue la distribution en newsletter. Je m'aide évidemment de l'IA pour prendre un contenu, le recycler, mais après toujours, en tout cas, en remettant ma patte. Donc, c'est ce qui fait que j'essaye en fait d'optimiser. Et tu vois, même le livre, aujourd'hui, maintenant qu'il est sorti, c'est plus quelque chose qui va me prendre du temps. Et moi, j'essaie de recentrer aujourd'hui tout mon temps sur en fait une seule et même boîte qui s'appelle La Chapelle, qui est mon startup studio. Mais en effet, dans La Chapelle, comme ça, un startup studio, il y a plusieurs business, mais sur lesquels, encore une fois, je mets des chefs de business unit. Et donc, moi, en fait, j'essaye de piloter tout ça et d'avoir quelque chose d'assez harmonieux, en fait, au milieu de tout ça, quoi. Mais en fait, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est juste qu'en fait, j'ai fait petit à petit. Et en fait, à chaque fois que j'estimais que j'étais content de la chose, je commençais à déléguer, je commençais à optimiser. Et en fait, j'essaye de rajouter des choses comme ça, en fait. Je rajoute pas pour rajouter, quoi. J'adore parce que déjà, en entendant l'explication de ce que tu fais au quotidien, on entend 2 gros piliers qui sont celui de l'optimisation et de la délégation. Donc j'ai hâte d'aller, te challenger là-dessus, puis même d'avoir aussi de me faire challenger parce que je pense qu'il y a beaucoup cette croyance de: «On a besoin de faire soi-même», alors que ça peut être très facilement délégué. Avant de commencer à creuser, j'ai prévu un petit rapid fire de 5 questions pour toi. L'idée, c'est de me répondre au tac au tac. Allez, let's go. Tu prêt? Toujours rêvé de faire ça. OK. Est-ce que tu es plutôt productif le matin ou le soir? 1000 fois le matin. Papier ou digital? Digital. Quel est le hack selon toi de productivité qui est le plus surestimé? Ouah, c'est une bonne question. Vas-y, c'est bon, j'ai quand même une réponse. Et pourtant, tu vois, moi, je suis souvent. Alors, en plus, franchement, tu vois, c'est un hack de productivité surcoté. Mais en plus, c'est un conseil que je donne moi-même. Mais je vais te dire pourquoi il est surcoté. C'est celui, en fait, de savoir dire non. En effet, savoir dire non, c'est très bien.
à un certain moment en fait de sa vie. Tu vois, c'est très facile pour moi à 37 ans, après 15 ans d'entrepreneuriat, de dire aux jeunes, faut savoir dire non. Parce que en vrai, beaucoup d'opportunités que j'ai aujourd'hui, beaucoup de gens de mon réseau que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas su dire non à un moment donné. Donc en vrai, ça dépend en fait du moment auquel tu es dans ta vie où il faut savoir dire non. Tu sais, c'est un peu comme les sportifs qui te disent le conseil que je dirais, c'est de rien lâcher. Alors, en fait, c'est facile quand tu es arrivé professionnel de dire il faut rien lâcher. Ou comme les boîtes qui sont 100% bootstrap, de dire bah ouais, mais en fait, ça sert à rien de lever des fonds. Regardez, nous, on est bootstrap, ça marche très bien. Mais oui, mais en fait, toi, tu donnes ce conseil parce que ça a marché pour toi. Et c'est comme le sportif de haut niveau, il donne ce conseil parce que ça a marché pour lui. Mais ils sont 1 sur 1000, en fait, sur lesquels ça marche. Donc, aujourd'hui, c'est facile pour moi de dire non. Mais en vrai, si j'avais un jeune de 20 ans en face de moi, je lui dirais en vrai, dis oui à tout. Essaye tout. Il y a plein de choses qui vont servir à rien. Mais en fait, tu le sauras que après l'avoir fait. J'adore ce concept de se dire, pour avoir le luxe de dire non, il faut avoir pu dire oui à beaucoup de choses, quoi. Trop bien. Une habitude étrange mais efficace que tu as. Depuis 2 ans, quand je commence à bosser le matin, j'écoute exactement la même playlist. Plein de gens pourraient dire je peux plus me la blairer, mais en fait, c'est un peu comme un ancrage pour moi. C'est je me lève, j'ai pas de morning routine, hein. Je me lève, je me fais un café et je bosse direct. Et je me mets cette musique. Et en fait, cette musique, c'est un peu comme mon signal qui me dit allez, c'est bon, let's go. T'es chaud, on y va, quoi. Association dans ton cerveau direct. Exactement. Tu vois, il y en a qui font ça avec, des parfums ou des trucs comme ça, en fait, pour se mettre en fait, dans une ambiance, une habitude qu'ils ont dans laquelle en fait, ils sont à l'aise. C'est un peu, un peu le syndrome. Toi, j'ai mon frère jumeau qui est autiste. Et en fait, les autistes, ils ont beaucoup ça. Ils n'aiment pas qu'on leur nique leurs habitudes, quoi. Ils sont à l'aise dans un cadre. Et moi, par certains côtés, beaucoup de certains côtés, j'ai un peu ces syndromes-là et je suis à l'aise dans un cadre qui me rassure et qui est toujours le même. Que je peux faire évoluer, mais il faut pas que ça soit trop violent, quoi. J'adore. Dernière question, quelle est l'astuce de productivité contre-intuitive que tu as découverte et qui fonctionne hyper bien pour toi? Alors, c'est plus contre-instinctif. Mais en fait, l'habitude que j'ai mis en place et qui, bah, franchement, change tout, en fait, c'est de commencer le matin par ce que tu ne voudrais surtout pas faire. Tu vois? Donc, en fait, c'est-à-dire souvent les choses qui sont du coup les plus difficiles, qui vont demander le plus de jus de cerveau, le plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle, tu sais, les blocs Eat That Frog. Donc, c'est-à-dire, en fait, commencer son repas par manger le crapaud, alors qu'on aurait tendance à le mettre en dernier. Mais en fait, une fois que tu as mangé l'entrée, plat, dessert, et même s'il y a eu en plus du fromage avant, bon, bah, en vrai, tu n'as plus de place pour le crapaud. Et du coup, tu le repousses au lendemain. Donc, en vrai, vaut mieux se faire mal, bouffer le crapaud au début, et après, on passe à l'entrée, on se fait plaisir. J'adore le fameux manger le crapaud, c'est quelque chose que je sais que je n'applique pas assez, donc c'est une bonne piqûre de rappel pour moi. J'ai prévu plein de questions pour toi. Tu le sais parce que j'ai eu la courtoisie de t'envoyer les questions en amont pour que tu saches à peu près à quelle sauce tu allais être mangé. Comme ça, on continue notre métaphore. La première que j'ai envie de te poser, c'est si tu devais recommencer ton business de zéro demain, quelle serait la toute première habitude de productivité que tu mettrais en place? Bah, franchement, la première habitude que je prendrais, c'est que je me réouvrirai un compte LinkedIn, j'écrirai un premier post, et un deuxième et un troisième, et je commencerai en fait à poster tous les jours et en fait à me créer ma propre audience parce que franchement, c'est le principal avantage compétitif, gratuit qu'on peut avoir et qui aujourd'hui en fait est un game changer pour tout. C'est important quand tu veux lancer un business, c'est important quand tu veux avoir du feedback, c'est important quand tu veux développer une nouvelle business unit, une nouvelle marque. C'est en fait pour moi c'est le meilleur avantage compétitif qu'on a eu depuis l'invention du code et comme je sais pas coder, bah du coup je vais prendre celui-là. J'adore, hyper efficace. Et du coup, dans la même lignée que ça, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des habitudes, une ou plusieurs habitudes que tu as au quotidien qui pour toi sont non négociables, quelle que soit la tête de ta journée, que ce soit une journée chaotique, une journée calme, sereine, et cetera, mais des choses qui sont ancrées, qui ne bougent pas de ton quotidien? Je peux t'en donner deux. Alors déjà, moi, je suis un fan d'un sport qui s'appelle le padel, ce fameux tennis à 4 sur un plus petit terrain, en intérieur ou en extérieur, que je joue 2 à 3 fois par semaine. Et ça, pareil, si j'ai pas un minimum mes 2 fois, je vais pas être bien. Ça, c'est la première. Et la deux, je vais peut-être t'en donner trois, tiens. La deuxième, c'est de me réveiller à 6 heures et de commencer à bosser à 6 heures. Et pourtant, je suis pas un mec qui aime me lever tôt. Et comme en plus, je suis pas quelqu'un qui aime me coucher tôt aussi, bah, du coup, ça, c'est un petit problème. C'est un truc que j'aimerais faire évoluer, dormir plus. Donc ça, tu vois, c'est des trucs auxquels je travaille et auxquels j'ai pas encore trouvé de solution. Comme quoi, on n'est jamais arrivé en matière d'organisation et de productivité. Mais en fait, aujourd'hui, ce créneau de 6 heures à 9 heures, il est tellement important pour moi. C'est tellement le moment où toute la magie opère. Alors qu'avant, je commençais à bosser à 9 heures. Ça me fait tellement de bien, en fait, d'avoir ce temps-là pour ça. Du coup, d'avoir ce temps-là, du coup, pour ne pas culpabiliser d'aller faire du sport longtemps le midi. Et en fait, ce petit truc aussi un petit peu égocentrique de se dire, putain, quand beaucoup de gens commencent à bosser à 9 heures, moi, ça fait déjà 3 heures que je cravache et il y a un petit côté gonflement d'épaule qui est pas négligeable, on va pas se le cacher.
Et la troisième habitude, et ça j'ai mis 10 ans à m'en rendre compte, c'est comme quoi on est lent quand même, c'est d'avoir zéro rendez-vous le matin. Je me suis rendu compte qu'encore une fois, le matin, c'est là où je suis le plus efficace. Et en fait, je détestais être coupé par une réunion. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets toutes mes réunions, mes podcasts l'après-midi. Parce que sinon, moi là, je ne serais pas du tout productif l'après-midi. Mais au moins, tu vois, quand là, par exemple, là, on est en podcast tous les deux, tu vois, il est 16h20, bah, ça m'oblige, par respect pour toi et par respect pour ton audience, d'être en full énergie et de tout donner pendant ce moment-là. Alors que sinon, honnêtement, là, tu vois, en plus, j'ai joué à midi, donc tu vois, j'ai fini de manger il y a à peine 1 heure. Là, je serais pas efficace, tu vois, je serais passé d'un projet à l'autre, à un mail, à une newsletter, un truc. Bref, j'aurais fait tout ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'en mettant mes calls l'après-midi, mes podcasts et en fait tout ce qui demande de l'interaction sociale, bah, du coup, par respect pour les autres, je suis full énergie. Et c'est ce qui fait que maintenant, c'est pas négociable. Je ne mets jamais ces créneaux-là d'interaction le matin, quoi. On a la même organisation. Moi, c'est pareil. Le matin, c'est chasse gardée, zéro appel, sauf méga urgence, mais ça doit arriver 2 fois par an. Et l'après-midi, c'est les lives, les interviews, les podcasts et autres. Je mets des petites dérogations sur la fin de matinée, mais voilà. Donc, mais avant 11h, il peut rien se passer, quoi. Oui. Enfin, en termes d'interaction, quoi. Je suis un ermite. Et on touche pas le créneau sacré à 6h, Ah, 9h. le 6h, 9h, c'est le plus sacré. Et après, le 9h, 11h, il est pas mal aussi. Il est quand même important, mais il est moins intense. Il me demande moins de cerveau. Parce que tu vois, quand même, j'ai conscience de mes limites. Et je sais qu'il y a des gens qui sont à fond toute la journée. Moi, je suis vraiment à fond les 3 premières heures. Et ensuite, ça commence à baisser. Mais c'est tout, je fais avec mes armes, quoi, tu vois. Génial. Alors, ton livre n'est pas encore arrivé chez moi, donc je ne connais pas son contenu, mais j'aimerais bien savoir aujourd'hui à quoi ressemble un petit peu ta méthodologie d'organisation, de productivité dans les grandes lignes. Est-ce que tu es comme moi de la team toute la semaine est organisée en time blocking en fonction de tes zones d'énergie? Est-ce qu'au contraire, il y a de la place un peu plus pour l'imprévu? Est-ce que c'est à l'intuition? Bref, comment est-ce que tu fonctionnes? Alors quand même, la méthode, elle est un peu en 4 étapes, mais du coup, je sais plus exactement combien de chapitres il y a, tu vois, peut-être genre 27, un truc comme ça. Mais grosso modo, en fait, c'est juste de partir de la vision, de déterminer des objectifs, de les lier à des résultats clés à atteindre, et du coup de se mettre en action, donc les tâches, les projets, et du coup comment ça, en fait, on l'articule dans son agenda et comment, en fait, on l'exécute. Les grandes lignes de la méthodo, en fait, elle est là-dedans, et c'est là-dedans que je rentre dans le détail de ce qui fonctionne pour moi. Et en fait, après, pour te parler plus en détail de mon agenda, tous les matins, du coup, de 6h à midi, sont bookés. C'est-à-dire que vraiment, là, je prévois des choses. Je ne prévois pas des tâches, hein, mais je prévois des blocs de tâches. Tu vois, si je mets un bloc de sales, bon, bah, je ne mets pas, tiens, pendant cette heure-là, il faut que j'appelle telle personne, telle personne, telle personne. C'est juste, je sais que j'ai 2 heures pour faire du sales. Des fois, c'est du sales plutôt chasse, des fois, c'est du closing, des fois, c'est de l'account management. Mais en fait, en tout cas, je vais batcher par item. Et par contre, l'après-midi, c'est libre. Là, c'est pour faire tout le reste. Et du coup, j'ai des créneaux d'availability pour les meetings, les mardis, mercredis et jeudi après-midi. Et sinon, en fait, les lundis et vendredis, j'essaye, j'y arrive pas hein, encore, mais le but, c'est que ça soit des no-meeting day, donc en fait, des journées bénies pour moi. Mais la vérité, c'est que souvent, comme j'ai pas envie de faire attendre telle ou telle personne une semaine, eh ben, je fais des passes droits et je mets quand même un créneau le lundi après-midi ou le vendredi après-midi. Mais tu vois, je suis pas content quand je le fais parce que le lundi, c'est tellement pour moi une journée de kick-off où je dois tout balayer. Et au contraire, le vendredi après-midi, c'est la fin de la semaine, tu as envie de tout sauf de faire un meeting. Donc, tu vois, encore une fois, c'est ce que je tends à faire, mais j'y arrive pas encore à 100%. De toute façon, on n'est pas là non plus pour chercher la perfection Non, mais à 100% à chaque fois. Ce serait pas drôle et puis sinon. surtout, en fait, la perception de la perfection, elle change tout le temps. Moi, si tu m'avais demandé c'est quoi pour moi l'organisation parfaite il y a 3 mois, elle était très différente d'aujourd'hui, et encore différente d'il y a 6 mois et d'il y a un an. Je la fais tout le temps évoluer parce que du coup, j'ai entraîné mon cerveau en fait à réfléchir à comment l'améliorer. Parfois, je vais trop loin parce que du coup, en fait, à trop vouloir faire de l'optimisation, limite, en fait, on perd du temps en fait à vouloir tout optimiser. Et tu vois, c'est après une discussion que j'ai eue récemment à mon anniversaire avec des potes où je les voyais, tu vois, beaucoup plus sereins, plus calmes que moi, alors que là, en ce moment, j'ai beaucoup de bouffées d'angoisse, tu vois. Et je me demande pourquoi j'ai ces bouffées d'angoisse parce que je me dis, bah, normalement, tout est sous contrôle, donc je devrais pas être angoissé. Donc, ça montre qu'il faut que j'arrive à lâcher du lest. Et tu vois, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup en introspection en ce moment, quoi. C'est hyper intéressant parce que ça se relie à ma question d'après. Donc, j'entends que tu fonctionnes par demi-journée thématique, on va dire. Après, j'aimerais savoir comment tu t'organises sur plusieurs projets, mais j'y viendrai. Là, c'est plutôt cette question de perfectionnisme, de procrastination aussi associée au perfectionnisme, qui sont des choses qui touchent beaucoup les auditeurs de ce podcast, de j'arrive pas à me motiver parce que
je veux que les choses soient parfaites ou alors elles me font peur et cetera. Est-ce que tu as des astuces ou des techniques que tu t'appliques à toi ou que tu peux transmettre qui permettent de passer outre ce besoin de perfectionnisme et outre cette procrastination associée? Alors moi, j'ai un mantra qui est plus facile à dire qu'à faire, mais qui m'a été donné par, mon mentor, qui était mon premier boss, qui je voudrais rendre hommage, hein, qui s'appelle, Christophe Charles, qui est, l'un des cofondateurs de Cdiscount. Donc j'ai eu beaucoup de chance, très jeune, pour être mentoré par quelqu'un comme lui. Et il avait une phrase qui me disait toujours, et c'était en fait un peu un aspirateur à excuses. Il me disait toujours: «Le mieux est l'ennemi du bien». Tu vois, après dans la Startup Nation, on disait: «Fake it until you make it». Mais je préfère «le mieux est l'ennemi du bien» parce que pour moi, il englobe vraiment tout. C'est-à-dire que grosso modo, en fait, souvent, vouloir atteindre la perfection, c'est un peu une excuse, pour pas se mettre en action. Pour vous donner des trucs basiques, bah, non, je vais pas courir parce que j'ai pas les bonnes baskets. En vrai, on s'en fout, hein, même tes baskets, même qui sont un peu pourries, ça t'empêchera pas de mettre un pied devant l'autre. Je te donne des excuses que je me suis déjà données, tu vois? Non, mais ça me parle, Et en fait, moi, j'ai eu de la chance de quand même d'avoir très vite, en fait, eu ce mantra en tête. Donc je pense pas être un gros procrastinateur, même si je procrastine. Mais du coup, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens. Et en fait, moi, c'est ce qui a fait que je me suis quand même beaucoup, enfin, si j'ai bien une qualité, c'est celle de se mettre en action très vite. Alors parfois trop vite, mais encore une fois, j'aime souvent prendre un peu cette allégorie. Moi, si tu me foutais sur une barque et qu'il fallait que je pêche du poisson, je suis le genre de mec qui va lancer 10 cannes à pêche. Alors même si ça va être la honte parce qu'il y a 6 cannes à pêche qui vont pas marcher, bah, en fait, je préfère me donner l'assurance qu'il y en a 4 qui vont fonctionner, en fait, quoi, tu vois? Et même si, encore une fois, j'ai pas fait le bon nœud, là, mon hameçon, il est un peu dégueulasse. Il y en a, j'ai même pas mis d'appât, en fait, au bout de l'hameçon. Mais voilà, c'est ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Et tu vois, même les gens qui veulent lancer leurs produits, lancer leur offre ou quoi, c'est en fait, tu connais l'adage, hein, c'est si, tu es fier de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard, quoi. Ouais, cette fameuse citation. Je répète souvent, c'est un de mes mantras, le fameux «mieux vaut fait que parfait» qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé avec mon perfectionnisme. Aujourd'hui, je pense que je suis même à l'inverse. Mais effectivement, des fois, c'est plus facile à dire, qu'à faire. Pareil, j'ai envie de te challenger. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent, «Non, mais Aline, moi, j'ai tout essayé en termes de productivité, en termes de rythme, rien ne fonctionne pour moi». Toi, est-ce que tu as déjà eu le cas? Si oui, quelle est ta réponse ou quelle serait ta réponse dans ce cas-là? Bah, moi, je pense pas, en fait, qu'il y ait rien qui marche. En fait, s'il y a auc c'est pas les méthodes qui marchent pas, c'est la personne qui les met mal en place ou alors, en fait, qui ne se pose pas les bonnes questions. Donc, en fait, encore une fois, ça peut valoir le coup, en fait, peut-être vraiment de faire, tu sais, peut-être cet exercice, hein, on peut essayer un truc tout bête, hein, c'est de faire ce pas en arrière, prendre une feuille de papier. Si je reprends l'exemple de la personne fictive dont on parle, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, elle arrive à rien faire, quoi. Ça marche pas, elle arrive pas à s'y mettre ou quoi. Alors déjà, il faut aussi se poser, la question, j'espère qu'il n'y a pas un brin de fainéantise ou peut-être vraiment de syndrome de l'imposteur vraiment, exacerbé. Donc là, pour le coup, je pense que le mieux, c'est de se faire coacher. Bien sûr, hein, d'écouter des podcasts pour s'inspirer, de regarder des émissions, de suivre des créateurs de contenu qui lui plaisent là-dessus, pour essayer encore une fois de rallumer un peu l'étincelle. Si ça ne suffit pas, bah, vraiment pour moi se faire vraiment coacher par quelqu'un qui va, pour le coup, rallumer l'étincelle à coup de silex, quoi, on va dire. Et après, en fait, si les gens, ils ont pas, on n'a pas tous les moyens de se payer un coach, bah, d'essayer de s'auto-coacher et en fait, à un moment donné, de dire: «Bon, OK, qu'est-ce que je veux vraiment?» mais de mettre juste sa vision. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Et même de parler, du coup, d'un seul objectif. Souvent, bah, bien sûr, les objectifs, quand on entreprend, bon, bah, c'est de gagner de l'argent. Bien sûr, parce qu'on veut vivre de sa passion, de son activité ou quoi. Donc on va dire: «OK, donc c'est quoi mon objectif?» On va commencer par un objectif plutôt petit, on va dire par exemple, à faire assez de chiffres pour se dégager un premier salaire minimum. Comme on a tous fait. On s'est tous payé 1 000 balles, quand on a commencé, quand on a pu se payer, tu vois? Bien sûr. Bah, pour faire 1 000 €, bah, il faut déjà aller chercher, selon le statut de votre boîte, on va arrondir, hein, on va dire, on va être large, on va dire à 2 000 € de marge. Bon, comment on va faire 2 000 € de marge? Encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que vous vendez, un produit qui fait, 10 € de marge ou est-ce que vous vendez un accompagnement à 300 €? Bah, là, du coup, vous calculez le nombre de clients que vous devez aller chercher et là, vous vous dites: «OK, donc il en faudrait combien par jour?» Donc là, on est le matin, il est 8 h, il est 9 h, 10 h, 6 h, 5 h, dépend de l'heure à laquelle vous voulez commencer et bah, du coup, en fait, je me lève pas de ce fauteuil tant que j'ai pas trouvé ces clients et en fait, ces clients, soit tu les appelles, soit tu leur écris un mail, soit tu vas les chercher sur Instagram, soit tu vas les chercher sur LinkedIn. Malheureusement, encore une fois, tu vois, la procrastination ou l'aveu de faiblesse de dire: «J'ai tout essayé mais ça marche pas», c'est souvent, en fait, la peur d'aller se confronter à un marché, de s'avouer parfois que ce qu'on essaie en train de faire, bah, en fait, ça marche pas, mais c'est pas la faute de la conjoncture, du contexte ou quoi.
C'est juste que bah, des fois, en fait, on a un mauvais produit ou on a un mauvais service. Donc là, c'est important, pareil, de s'en rendre compte très vite. Donc c'est pour ça aussi, d'où l'intérêt de se faire coacher, hein. Quand je dis coacher, ça peut être se faire coacher par des proches, par des potes, par ses pairs. Je suis désolé, le monologue est beaucoup trop long, mais voici ce que je dirais à cette personne, quoi. Non, mais j'adore, j'adore. Je bois tes paroles. Non, mais j'aime beaucoup parce que, bon, là, j'hésite entre 2 directions. Il y a la direction très mindset aussi de la productivité qui est bien souvent quand on se définit comme pas organisé ou peu productif, il y a beaucoup de limitations mindset derrière et aussi, du coup, l'autre question qui me pop et je vais plutôt choisir celle-ci, c'est tu as beaucoup de projets. Tu viens de dire qu'il y a des moments où il faut aussi se confronter à son marché et puis savoir, reconnaître quand, bah, ce qu'on fait, en fait, ne fonctionne pas parce que soit il y a pas de marché, soit c'est pas adapté ou autre. Toi, c'est quoi tes marqueurs pour te décider à lâcher un projet ou à persévérer? Quelle est la frontière entre je lâche, je continue? C'est une excellente question parce que, tu vois, encore une fois, pour montrer que viens pas à ton micro en gonflant les pecs en pensant avoir la vérité absolue, parce que j'ai 37 ans, ça fait 15 ans que j'entreprends. Et tu vois, ça, c'est une réponse, c'est une question, pardon, à laquelle je peux donner une bonne réponse, je pense, enfin. Et tu vois, encore une fois, j'ai pris un tableau, il est juste à gauche là. En fait, en gros, j'avais 5 projets en même temps. Et j'ai mis tous ces projets et j'ai mis le chiffre d'affaires que j'avais fait sur le trimestre. Je vais te le donner en mille. En gros, genre limite sur les 5 projets, il y avait 3 projets qui m'avaient rapporté, je sais pas, genre 2 ou 3 000 euros sur un trimestre, tu vois. Et 2 3 000 euros de chiffre d'affaires, hein, c'est pas dans ma poche, hein. Alors qu'à côté de ça, il y en avait 2 autres, un qui avait fait plus de 150 000 et l'autre qui avait fait 80 000. Voilà, j'ai regardé ce tableau, mais en plus, je pense que je l'ai regardé parce que j'avais encore une fois un pote qui est venu dans mon bureau, qui a regardé le tableau, et je l'ai regardé, il m'a regardé, comme si on était en bref. Et là, je dis, bon, ok, oui, non, t'inquiète, pas la peine de me le dire, je sais. Il faut que j'abandonne les 3 autres. Mais tu vois, alors que ça faisait genre des années que je les faisais traîner. Ça montre qu'encore une fois, c'est très dur parce qu'on est toujours amoureux de son projet, on est amoureux de sa marque, on est amoureux de son truc. Et on se dit toujours, ça fait tellement longtemps, j'ai passé du temps ou quoi, on a du mal à passer outre. Alors, est-ce que je me risque à faire l'allégorie de comme dans un couple, ça marche pas. Parfois, on s'accroche parce qu'on se dit, on a des enfants, ou on a construit des choses ensemble, on a des souvenirs. Ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Mais parfois, quand ça va pas, bah, en fait, c'est très dur de s'avouer cette vérité. Je vais m'arrêter là dans l'allégorie parce que c'est quand même très différent. Il y a des gens qui peuvent vivre des choses terribles à ce niveau-là. Mais donc, du coup, à l'échelle d'une boîte, c'est beaucoup moins grave. Et au contraire, parce que c'est pas grave, il faut savoir dire, bon, bah allez, stop, passe à autre chose et on focus sur ce qui marche. Ou alors, on tente autre chose. C'est vrai qu'il y a ce fameux biais des coûts irrécupérables de se dire parfois on a tellement donné qu'on se dit: «Voilà, peut-être que je suis à ça de faire décoller». C'est toujours compliqué de se dire: «Vaut mieux abandonner». VS écouter aussi les sirènes de on parlait de tous ces entrepreneurs qui donnent des conseils qui ont marché pour eux, de dire: «Ah non, mais moi j'ai échoué 21 fois et la 22e fois c'était la bonne». Comment est-ce que tu arrives à faire la différence, si tu as une autre astuce à nous donner, sur ça fonctionne pas parce qu'il faut que j'optimise ou que je change quelque chose ou ça fonctionne pas parce qu'en fait ça ne va jamais fonctionner, qu'il vaut mieux que je lâche l'affaire? Ça, il n'y a pas de vérité absolue. Franchement, là-dessus, la meilleure chose à faire, c'est de prendre les conseils des autres. Et en fait, souvent, nous, en fait, on peut se raconter des autosalades, tu vois. On peut se raconter des excuses, on peut même trouver de dire, bah, en fait, là, ça marche pas parce que je fais ça mal, donc je vais optimiser ça et ça va fonctionner. Alors qu'en fait, des fois, tu as juste besoin d'un pote ou d'un père, alors père PAIR, ou alors ton père, hein, Ton père qui pète ton père. exactement, mais qui te dit le plus honnêtement, mais avec le plus de bienveillance possible, frérot ou sister, c'est éclaté au sol ce que tu fais, change, ça ne marchera pas. Tu le vois bien, tu t'obstines, le marché il te dit non, le marché il te dit qu'il n'en veut pas ton produit ou ton service, donc stop, arrête maintenant pendant qu'il en a encore temps et passe à autre chose. Donc là, franchement, je pense que là, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est que comme c'est tellement difficile d'avoir ce déclic et d'avoir la réponse tout seul, il vaut mieux que ce soit les autres qui te le donnent. Donc, des fois aussi, tu vois, d'où l'intérêt de ne pas toujours dire non, pour revenir à ce qu'on disait, et d'accepter de rencontrer du monde, d'aller à ces événements, même si des fois ça peut être éclaté, tu vas faire peut-être une rencontre qui va te changer parce que le mec, il va te donner des conseils, des vrais bons conseils. C'est pour ça que même quand vous êtes entrepreneur, arrêtez la réponse, tout va bien. Dites ce qui va mal directement quand vous parlez, encore une fois, avec vos pairs. Coupable. Donc en fait, ça c'est hyper important. Et tu vois, moi je pense que l'un des meilleurs moves que j'ai fait, et pour le coup, je voulais en faire un business, et tu vois, ça fait partie des business qui étaient sur le tableau, ça s'appelle le Poney Club. Maintenant, j'ai accepté que j'en ferai jamais un business, que c'est un truc qui va rester break-even, et c'est très bien. Mais moi, ce que ça m'a apporté, ce club d'entrepreneurs que j'ai créé,
c'est de 2 fois par mois et bah, d'avoir un vrai feedback, en fait, avec d'autres entrepreneurs qui sont maintenant, pour la plupart, devenus des amis et en fait, avec qui, limite, quand on parle d'entrepreneuriat, on n'est pas là pour se frotter le dos, quoi. Enfin, on est là pour se dire la vérité, dire ce qui va mal et prendre des vrais conseils et des vrais feedbacks, quoi. Si c'est ce fameux mastermind de créateurs que tu as lancé il y a quelques mois, j'ai failli postuler, mais je m'étais dit: «Non, Aline, pas de mastermind cette année», mais C'est un très bon exemple parce que du coup, je devais lancer un mastermind, tu vois? Ça fait partie des choses où j'ai pris la décision de ne pas le faire parce que encore une fois, je me dispersais dans un autre business qui allait me prendre beaucoup de temps, qui aurait été très lucratif financièrement, mais du coup qui me défocus de ma principale vision qui est: je veux faire fonctionner ce startup studio et tous les business autour de l'influence, qui en découlent, quoi. c'est hyper intéressant parce que tu avais cité justement la rentabilité comme un premier marqueur de choix et de décision. Mais là, tu viens aussi de citer la vision, de dire même pour un projet rentable, mais qui prendrait beaucoup de mon temps, mon énergie, je choisis aussi de cutter, de pas y aller. Exactement et ça pareil, est très dur parce que, moi je suis comme tout le monde, hein, j'aime l'argent, surtout l'argent qui peut être comme ça très prédictif comme le business model d'un mastermind avec, du MRR et de l'argent mensuel et des gros montants. Mais à un moment donné, en fait, j'ai arrêté de me voiler la face. J'ai dit: «Pourquoi tu le fais?» Je me suis rendu compte que je le faisais, uniquement pour l'argent, en fait, parce que je voulais être, du coup, dérisqué de ce côté-là et je me suis dit que c'était pas la bonne méthode et ça a été très dur parce que, du coup, il y avait plein de gens qui m'avaient déjà dit oui, même qui avaient déjà payé, que du coup, j'ai remboursé et en fait, à qui j'ai dit: «Bon, bah, non, je suis désolé». J'ai pris la décision de finalement de pas le faire. J'adore que tu nous cites cet exemple et merci pour ton authenticité, ta transparence, parce que ça montre qu'on peut faire marche arrière à n'importe quel moment du process, y compris quand des clients ont déjà signé, si finalement on se dit: «Bah, c'était pas la bonne direction pour moi, quoi». Exactement, moi, en fait, ça m'angoissait d'avance. C'est juste que, du coup, en fait, moi, je suis pas fait pour ça. Moi, justement, moi, je suis un peu un loup solitaire, je suis pas fait pour avoir un business, de full interaction. Donc pareil, en fait, encore une fois, tu vois, j'ai dû me raconter la vérité et ça fait partie un peu de ce, coaching, perso que je me suis donné et avec d'autres que j'ai eu pendant tout ce mois de février et mars, qui m'ont fait arriver, en fait, à ça et tu vois, je pense que c'est cool qu'on fasse aujourd'hui, l'épisode parce que je pense qu'il aurait pas été de la même peut-être de la même intensité, de la même qualité, il y a encore, 1 mois et demi, 2 mois, parce que je pense que j'étais encore un peu paumé, tu vois? Et il y a plein de choses là, sur lesquelles je vois beaucoup plus clair aujourd'hui, quoi. J'adore que tu dises encore une fois que, bah, même à ton niveau, avec toute ton expérience, tu as encore des moments où tu étais paumé. Ça fait 2 fois que tu évoques ces 2 derniers mois de coaching, de remise en question, de prise de décision et cetera. Est-ce que tu pourrais nous partager genre peut-être deux trois soit prises de conscience, soit punchline sur les trucs qui t'ont aidé et qui sont ressortis de cette période? Parce que je pense que ça peut me nourrir et l'audience aussi. Bah, franchement, le 1er conseil, et je pense qu'on l'a compris, c'est, less is more. Donc, on va arrêter de vouloir tout faire et de vouloir être, partout parce qu'en fait, à vouloir être partout, on est nulle part et donc du coup, de faire ce travail de recentrage et ce travail de deuil, du coup, d'abandon de projets, de marques, de velléités ou quoi. Donc ça, c'est vraiment peut-être le principal enseignement de ces, 2 derniers mois. C'est même le principal parce qu'en fait, il découle, de tout parce que, maintenant, j'ai tout mon cerveau disponible va servir à une seule vision et en fait, ça fait un bien fou parce que je pense que c'est ça, en fait, qui me fatiguait, en fait. C'est même pas les gens, le monde ou quoi qui me fatiguait, c'est moi qui me je m'auto-fatiguais tout seul, quoi. En fait, à vouloir être partout, hein. Ça, c'est comme les gens qui sont dans des triathlons. Je dis: «Mais putain, les gars, un sport où il y a 3 sports, je sais pas comment vous faites, quoi». Du coup, la préparation, tu dois te préparer au vélo, à la natation, à la course. Bon, bah, là, l'exemple s'arrête là, mais tu vois, même moi, je vois que je suis pas fait pour ça, en fait. Il y en a qui sont faits pour ça. Moi, je suis fait pour, un seul sport ou, essayer du coup d'être le meilleur possible dans celui-ci. Donc ça, c'est vraiment le 1er enseignement. Le deuxième enseignement, c'est de voir, en fait, un peu plus long terme. Je commençais, tu vois, de plus en plus à faire beaucoup de choses très court-termistes et je vais parler, du coup, surtout financièrement, de dire, oui à beaucoup de choses qui, je pense, me desservent parce que ça rapporte de l'argent à court terme. Ça, là, ça s'explique pareil, si je dois être 100 honnête, c'est que j'ai eu, grave des problèmes d'argent, en fait, l'année dernière parce que, du coup, j'ai eu un peu une transition de business avec un peu des vieilles dettes que je me trimballais d'avant et cetera et comme j'ai fait un switch de business, bah, en fait, j'ai arrêté justement, tout ce qui marchait bien, tout ce qui me rapportait beaucoup de fric, qui était, par exemple, le mentoring, le coaching, que j'ai arrêté alors que ça me rapportait vraiment mais un maximum. Mais en fait, la vérité, c'est que ça me pompe une énergie folle. C'est que en fait, quand je fais 1 heure de coaching, j'ai l'impression, d'avoir, tapé dans un punching ball pendant 20 minutes à la suite sans m'arrêter. C'est très cardio pour moi, tu vois? J'ai presque envie de dire, c'est un peu comme l'exercice là qu'on fait là pour le podcast. Tu vois, je passe un super moment, j'adore l'exercice d'être invité dans un podcast, mais si je devais le faire tous les jours, ça me stresserait parce que ça demande énormément d'énergie, tu vois? Ça demande
beaucoup d'intensité, alors même que je pourrais être fatigué ou quoi. Et ça, le faire souvent, tous les jours, mais c'est si bien payé. Encore une fois, quand on est créateur de contenu, qu'on a une légitimité, etc. Encore une fois, hein, je veux te donner les prix, hein, mais à des coachings à 500 € de l'heure, si t'en fais tous les jours, putain, tu vois, c'est hyper bien payé, tu vois. Mais tu vois, donc je faisais que ça, il y a encore l'année dernière. Mais du coup, ça me pompait trop d'énergie, ça me défocusait de ma vision, qui est une vision maintenant beaucoup plus long-termiste. Et c'est pour ça que dans cette transition, moi, j'ai 37 piges, j'ai une maison, plusieurs appartements, je paye des gros impôts, j'ai un lifestyle. Et tout ça, ça se paye. Cool, j'étais dans la merde pendant un petit moment là. Parce qu'en fait, j'avais plus cette rentrée d'argent. Et du coup, j'étais obligé de dire oui à plein de trucs d'influence, même sur lesquels j'étais pas forcément aligné. Je suis forcément fier de dire oui, de presque par moment, de me prostituer, de dire oui à des trucs où je pense même que ça vaut plus, mais je le fais parce que c'est de l'argent court terme et que c'est payé upfront ou quoi. Donc, tiens, je suis en train de grave me livrer là, hein, avec toi là. J'étais en train de me dire: «Je vais surtout pas l'interrompre». Non, mais en fait, merci de le faire. Mais du coup, donc ça, voilà, ça c'est le deuxième enseignement aussi. Même si ça fait mal, d'arrêter de prendre des décisions qui sont trop court-termistes et de prendre des décisions plus long-termistes. Et tu vois, depuis que je fais ça là, ça va beaucoup mieux. Tu m'en avais demandé trois, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est peut-être celui dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est peut-être aussi de dire, franchement, il faut arrêter aussi de trop se prendre la tête et de vouloir en fait, parce que optimiser c'est bien, l'organisation c'est bien, la productivité c'est bien, mais à outrance, ça peut être contre-productif. Et je pense que j'étais arrivé à un point où ça pouvait être contre-productif, où en fait, quand on arrive en fait à te ronger parce que tu n'optimises pas 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, à envoyer des mails au feu rouge pour optimiser la minute de feu rouge, tu vois, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui tourne pas rond dans ta tête. Donc ça, pareil, j'en ai pris conscience. Et en fait, j'ai vu que ça me fatiguait plutôt qu'autre chose et que donc c'était beaucoup plus contre-productif là quand je pensais être productif. Et donc voilà, c'est peut-être aussi là le troisième enseignement court terme. C'est trois choses dans lesquelles je suis pas guéri, hein, mais sur lesquelles je travaille maintenant. Au moins j'ai compris, au moins je me le suis avoué. Donc tu vois, le deuil, en effet, hein, l'acceptation, je sais plus c'est quoi toutes les étapes qu'il y a hein, de psychanalyse. Donc maintenant j'essaye de travailler, de m'améliorer chaque jour pour parfaire un peu ces 3 points. Tu viens de livrer beaucoup de choses, je trouve que ça a une valeur ajoutée de ouf. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que ça sorte ou pas? Ouais, 100%. OK, parfait. Je préférais juste checker tout en disant Non, bon, au contraire, franchement, en fait, il y en a marre des podcasts où les gens, il y a tellement de trucs enfin, en fait, de storytelling, d'éléments de langage, tout ça et tout. Il y a tellement de contenu, donc en vrai, essayons de faire un contenu qui soit, le plus vrai possible, quoi, tu vois? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat aussi, tu vois? bah, je te remercie parce que c'est un beau cadeau que tu fais aux auditeurs, je pense, de montrer aussi ce côté-là. Je me reconnais beaucoup dans optimiser la moindre minute, le feu rouge pour envoyer un email et tout. Je pense que moi, en ce moment, alors peut-être que là, je profite de ta présence sur ce podcast à titre égoïste. Je pense que je suis dans un moment de ma vie où j'ai passé le cap de l'hyper-optimisation et de l'hyper-productivité et ça rentre dans un côté où je culpabilise quand la moindre seconde n'est pas optimisée dans mon quotidien, avec toujours l'impression que je pourrais faire plus, que la to-do list déborde, etc. Est-ce que tu aurais un bottage de fesses ou un truc à me balancer à la figure en me disant, on parlait tout à l'heure de ces fameux potes qui vont te dire: «Ah non, mais tu es en train de faire la merde». Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un comme Bah, moi? en fait, plutôt que de te botter les fesses avec toi parce que je me permettrai pas, je vais plutôt me les botter à moi. Regarde, je vais encore donner pareil un exemple, très personnel, mais je suis sûr que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans et qu'ils l'ont déjà fait. Combien d'entre nous, par exemple, des fois, sont avec des amis ou sont avec sa famille et là, en fait, encore une fois, se disent: «Vas-y, il y a un blanc, je prends mon téléphone, je réponds à un email», encore une fois, pour optimiser une minute par-ci, une minute par-là et en fait, ça veut dire que les moments, en fait, qui sont censés être pas dédiés au travail, du coup, bah, en fait, ils ne sont pas de qualité parce qu'ils sont hachés par des moments de travail ou quoi. Tout comme quand tu es en train de travailler, le fait de faire des trucs perso comme, répondre à un message sur Instagram ou répondre à ci ou quoi, pareil, en fait, c'est la même chose. Bah, en fait, du coup, moi, je suis le premier en fait, à avoir, passé des moments avec ma fille et me dire: «En vrai, je préférerais être en train de bosser». Tu vois, on va utiliser les bons mots. Tu vois, limite, j'ai honte de penser ça et en fait, je pense que le mot, c'est qu'il faut pas avoir honte. Il faut comprendre, en fait, d'où vient le problème et en fait, il faut comprendre, faut arriver, en fait, à s'auto-guérir en fait, c'est pas grave si les choses sont pas faites là, à la minute. En fait, tu vois, accepter de dire, tu vois, par exemple, là, on va finir de tourner ce podcast, il sera vers les 17 h. Donc, je crois que j'ai encore un rendez-vous après et après, je rentrerai chez moi. Moi, je bosse là depuis 6 h du mat. Donc, ça fait plus de 10 heures là que ma journée a commencé.
Tu vois, premier exercice de dire, alors là, désolé, ça va être, très égocentré, je vais parler à moi, à la troisième personne, mais moi, je parle beaucoup avec moi-même et franchement, je te jure que c'est une vraie question, que c'est pas là, pour le coup, c'est pas du storytelling de coach ou de machin et tout. Quand je rentre chez moi le soir, je me dis vraiment, je me parle et je me dis: «Hugo, est-ce qu'on est content de cette journée?» Franchement, je vais essayer d'être très sympa, je vais dire: «Franchement, ouais, j'ai bien aimé ça, ça, ça. Toi, c'est cool. Ça, on a dit qu'on faisait ça, on a fait ça». Tu le mec se parle à lui-même et utilise le pronom personnel «on». Non, mais j'adore. Est-ce qu'on est content de cette journée? Et là, je vais dire, ça par contre, tu vois, ça, j'ai pas aimé. C'est comme quand j'ai commencé à faire ce genre de discussion, tu vois, c'était il y a 3 ans, c'est de dire, là, j'ai pas aimé ce rendez-vous le matin. Et tu vois, ça m'a mis des plombes à me dire, bon, en fait, si on n'aime pas les rendez-vous le matin, pourquoi on continue de mettre un rendez-vous le matin? Tu vois, enfin, voilà. Tu vois, c'est pendant ce genre d'autodiscussion que je prends des décisions pour faire des micro-améliorations. Mais là, en fait, où avant, j'allais pas assez loin dans cette, encore une fois, dans cette discussion très schizophrène, c'est de dire, bon, bah, franchement, on a passé une bonne journée, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Franchement, quand on arrive à la maison, c'est un moment de qualité en famille. On rallume pas le Mac. Au pire, tu le rallumeras ce soir s'il y a rien ou quoi. Et encore que ce soir, non, parce que du coup, là, on est mardi soir. Donc nous, c'est un peu notre soirée en famille, parce que le mercredi, il n'y a pas école. Donc, elle a le droit de se coucher tard. Donc, on se met un film, on se met une émission, on se met un truc. Et donc, pareil, tu vois, de te dire, vraiment, pareil, pendant cette soirée en famille, on culpabilise pas de pas avancer. Parce que du coup, demain matin, tu vas encore faire l'effort de te lever à 6 heures pour bosser tôt. Aujourd'hui, tu as fait tout ce que tu voulais. Tout est sous contrôle, t'inquiète, tout est dans l'agenda, tu as déjà fait ce travail. Mais en fait, voilà, c'est ce travail d'apaisement et de dire, OK, on est content de soi, on a le droit à la récompense, on n'a pas, il ne faut pas qu'on culpabilise de la récompense parce qu'en fait, passer un moment de qualité, de sport, mais même perso à rien foutre, tu vois, c'est un moment de récompense. Bah, en fait, il faut arrêter de culpabiliser avec les récompenses parce que tu vois, autant les gens qui se font en récompense, qui s'engloutissent plein de gâteaux, mais à culpa, je suis le premier à le faire. Ça, j'avoue que c'est des récompenses qui ont des répercussions si tu le fais trop souvent. Faut arrêter, tu vois, ces récompenses, ce genre de récompenses-là. Par contre, se faire une récompense de se mater un film, ou même 2 films, ou se mater une série, ou on l'a pas fait de la journée, d'aller scroller sur les réseaux, ou de passer un moment de qualité avec son conjoint ou sa conjointe, ou avec ses enfants, ou avec ses potes. On est jeudi soir, vas-y, mais va te bourrer la gueule avec tes potes. Tu l'as pas fait de la semaine, etc. Tu pas touché une goutte d'alcool ou quoi. Tu as bossé de ouf toute la semaine. Va prendre ta récompense sans culpabiliser. Et ça, je sais pas encore, tu vois, c'est facile à dire à l'oral, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Mais ça, par contre, tu vois, c'est un truc que je me suis rendu compte que récemment. Je pense qu'en fait, c'est un discours que j'aurais pu dire avant, tu vois, pour faire le mec bien. Mais je pense que je l'ai vraiment compris et assimilé que récemment. Et en vrai, ça fait du bien, quoi. Mais j'imagine, j'aspire au moment où je serai aussi à ce niveau-là, mais c'est toujours bien de l'entendre de différentes manières et par différentes personnes. J'ai encore une petite question pour toi. En fait, j'ai 2 questions, mais après il y a une question de la fin qui est la question rigolote, mais une vraie question à creuser ensemble. C'est chez toi, là, actuellement, on en a déjà parlé de plusieurs, mais quelles sont les 3 habitudes game changer que tu fais tous les jours et qui te permettent d'être aussi productif, aussi organisé? En fait, c'est difficile parce qu'en fait, comme tout le travail, en fait, il a été fait en amont. Tu sais, en fait, ce travail de second cerveau avec, tout qui est dans les dossiers, que ce soit dans les mails, dans Notion et surtout, du coup, dans l'agenda. Bah, en fait, après, moi, je me mets un peu en pilote automatique. En fait, j'ai presque envie de donner un peu la même réponse que de tout à l'heure. Le game changer, c'est pour le coup, c'est vraiment le lever tôt et ce créneau de 6 h 9 h qui, en fait, qui est mon sweet spot. Et tu vois, pareil, je voudrais dire un truc là-dessus parce que, je voudrais pas faire culpabiliser, tu vois, les gens qui se lèvent pas tôt. Parce que, en fait, l'idée, c'est plutôt de se trouver quel est son sweet spot. Mon sweet spot, moi, il est de 6 h à 9 h. Mais s'il y a quelqu'un, son sweet spot, c'est de 22 h à 1 h du matin, en fait, c'est exactement le même résultat. Mais c'est vrai que la société Mmh. va avoir tendance à valoriser le mec ou la nana qui se lève tôt. Et j'ai juste envie de dire qu'on en a rien à battre. En fait, il faut juste aller là où vous êtes le meilleur. Et si, en fait, moi j'ai plein de potes, mais c'est des oiseaux de nuit, quoi. Ils travaillent de minuit à 3 h du matin et c'est leur sweet spot. Par contre, le matin, ils vont commencer à 10 h. Et en fait, mais jamais par un seul instant, je me sens différent ou mieux de la personne. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui est important, c'est d'être en accord avec sa vision, avec les objectifs qu'on a écrits mais du coup, j'essaie de les atteindre. Et par contre, si en vrai, on travaille de 22 h à 1 h du mat, alors qu'on est fatigué, qu'on est juste là pour compenser et que du coup, on n'atteint pas ses objectifs, bah là, par contre, il faut juste pas se plaindre en fait. C'est que t'as pas utilisé en fait tes sweet spots et si ton sweet spot c'est le matin, bah faut te lever, mon pote. Hyper intéressant. J'ai une toute dernière question pour toi, j'en aurais encore des milliers, mais par respect pour ton temps et pour les oreilles des auditeurs, on va pas continuer trop longtemps. Question un peu fun, si tu avais le pouvoir magique de programmer une alarme
qui pourrait apparaître sur le téléphone de tous les entrepreneurs une fois par jour à 9 heures, quel serait le message qui serait sur cette alarme? Et ben, en vrai, c'est est-ce que tu es sûr et certain que tu es en train de faire quelque chose d'important? C'est-à-dire quelque chose qui, si tu ne le fais pas, ça ne fera pas avancer tes objectifs. Si la réponse est oui, continue. Si la réponse est non, bah, pose-toi la bonne question. Arrête. Ah, j'adore. Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire là, maintenant, tout de suite, c'est important? Trop bien. Et ça, en fait, c'est the question à se poser. Eh ben, je vais me la poser, juste après l'épisode parce que je vais pouvoir brainstormer sur quelque chose. S'il y a des personnes qui souhaitent te retrouver sur les réseaux, tu es hyper actif sur LinkedIn, tu nous as parlé de tes newsletters. Si on veut te contacter pour réagir à cet épisode de podcast, bosser avec toi, prendre connaissance de ton livre, c'est quoi le meilleur moyen de le faire? Bah, en vrai, c'est LinkedIn et même maintenant Instagram, hein, Hugo Benz, Hugobentz. Sur Instagram, tu vois, je me suis mis dans l'optique maintenant vraiment de poster une vidéo, un conseil par jour. Et je suis, pour le coup, c'est même pour les messages sur Insta, pour moi, c'est encore plus facile. Alors, du coup, il y a plein de gens, peut-être ta communauté vient plutôt d'Instagram et ils vont se dire, mais il est fou, lui, Instagram, c'est la jungle. Bah, en fait, moi, la jungle, c'est plutôt côté LinkedIn où je dois recevoir 80 messages par jour. Donc, en vrai, à tes auditeurs et tes auditrices, suivez-moi et si vous voulez échanger avec moi, plutôt sur Instagram. Bah, écoute, moi, c'est l'inverse pour moi. C'est la jungle côté Instagram, mais je gère avec mes 80, 150 messages par jour. LinkedIn, je dois avoir des milliers de messages, mais en fait, j'y vais même pas. Je vais même pas regarder parce que je peux pas tout gérer. On peut pas être partout, comme on disait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, comme je sais que je peux pas être partout, j'utilise un des outils et deux, je ne sais pas si c'est assistant ou assistante, parce qu'en fait, c'est une solution un peu hybride que j'utilise, en fait, où c'est plein de personnes qui peuvent en fait s'occuper de tâches spontanées ou en mode procédure hebdo ou daily que je fais. D'ailleurs, c'est pour ça que mon assistant slash assistante, je l'ai appelé Camille, parce que du coup, c'est un nom qui va aux deux. Et tu vois, moi, pareil, j'ai un ou une Camille qui gère beaucoup mes messages, mais que j'ai longuement formé pour savoir répondre à ma place et savoir Rediriger vers qui de droit. diriger les gens au bon endroit ou vers la bonne réponse, quoi. Ah, mais trop chouette. J'aurais eu aussi plein de questions sur tes outils, mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain épisode. Grand plaisir. Si à un moment, tu aurais envie de refaire un coucou sur le podcast. Merci beaucoup, Hugo. Je mettrai évidemment tous les liens, y compris celui de ton livre, dans la description. Puis merci pour ton temps et ta transparence, tout ce que tu nous as livré. Moi, j'ai adoré. Bah écoute, ravi d'avoir échangé avec toi. J'espère que ça aura plu à toute ton audience. Et bah écoute, merci beaucoup Aline et merci beaucoup à toutes et tous.